Le Centre international de conférence de Bamako abrite ce 16 septembre 2024 la création de la CPAUS, la Confédération des peuples de l'Alliance des États du Sahel. C'est une volonté des organisations de la société civile des trois pays de l'AES, donc de travailler à la concrétisation des idéaux de la Confédération de l'AES, entre autres. Ce sera donc à Bamako sous le haut patronage de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la République du Mali et président en exercice de la Confédération de l'AES. Quelle pertinence et quel avenir pour un tel projet? On en parle dans ce numéro spécial de Prime Time sur la C360. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Et pour les clés de lecture, je suis en compagnie de M. Adama Sigiré. Il est écrivain professionnel, consultant en leadership et management des cellules sociales. Bonjour M. Sigiré. Et bienvenue sur ce plateau. Deuxième invité pour décrypter cette actualité, M. André Sawadogo. Il est auteur, analyste et chroniqueur. Bonjour, M. Sawadogo, et bienvenue également sur ce plateau. Merci bien. Troisième invité pour décrypter cette actualité, M. Serge Bayala. Il est le coordinateur national du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Bonjour, M. Bayala. Oui, bonjour. Quatrième et dernier invité sur ce plateau, M. Youssouf Kaboré. Il est le président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest, Kampao, section du Burkina Faso. Bonjour, M. Kaboré. Bonjour, camarade Dabira. Bonjour à tous les panélistes. Eh bien, le 16 septembre 2023 naissait la Confédération de l'AES avec notamment la signature de la charte du Liptako gourmand. Aujourd'hui, 16 septembre 2024, cela fait donc un an, jour pour jour, que la Confédération existe, donc l'AES. Un an plus tard, quel est le bilan qu'on peut en faire? Je voudrais donc qu'on fasse déjà un tour de table sur ce plateau. Je vais commencer par vous, M. Adama Sigiré. Alors, l'AES, un an plus tard, qu'est-ce que vous remarquez comme acquis, insuffisance et justement des défis à relever? Oui, merci beaucoup à M. Dabira et merci à mes jeunes frères qui sont là. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec eux. Effectivement, ça fait un an jour pour jour que l'Alliance des États du Sahel a été lancée au Niger, précisément à Niamey. Et c'est une très belle initiative. Si cela n'était pas fait, je crois qu'aujourd'hui, on serait encore dans d'autres difficultés. Donc, c'est un défi qui a été relevé. Le fait d'abord de pouvoir mettre les trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ensemble pour relever surtout les défis de la lutte contre le terrorisme. Parce que ces trois pays-là ont pratiquement les mêmes défis à relever. Ces trois pays sont confrontés à cette guerre terroriste depuis des années. L'Alliance a été lancée le 16 septembre 2023. Il faut vraiment apprécier cela. Cela fait un an, jour pour jour, que l'Alliance des États du Sahel a été lancée. Il y a des défis qui ont certainement été relevés. Il y a aussi des défis qui restent à relever. Mais dans l'appréciation générale, moi, je trouve que c'est une très bonne initiative qui reste surtout à consolider. Voilà, c'est un début. Nous ne pouvons pas dire que tout a été parfait. Il y a eu certainement des insuffisances à certains niveaux, mais il faut reconnaître que l'Alliance des États du Sahel, franchement dit, est venue nous donner de l'espoir. Des insuffisances comme dans toute œuvre humaine, mais en tant qu'observateur de la scène politique et particulièrement de la Confédération AES, qu'est-ce que vous avez remarqué justement courant ces une année-là comme acquis notable? Non, comme acquis notable, c'est surtout sur le plan de la lutte contre l'insécurité. L'Alliance des États du Sahel a permis aux trois pays de mettre en commun leurs efforts, de mettre surtout en commun leurs armées. Voilà, et de permettre à toutes ces armées-là de pouvoir lutter contre les groupes armés terroristes, surtout dans ce qu'on appelle au niveau des trois frontières. Ça permet au Burkina Faso d'aller au Niger, de soutenir le Niger, ça permet au Mali de soutenir le Burkina Faso. Donc, on a vu qu'à ce niveau-là, vraiment, c'est un grand défi qui a été relevé. Ça, c'est un acquis majeur, voilà, c'est un acquis majeur qu'on n'avait pas au temps de Bazoum, qui était de l'autre côté là-bas. Alors, M. Serge Bayala, je viens à vous cette fois-ci en termes d'acquis notables sur ces une année. Qu'est-ce qu'on peut noter? Oui, déjà, le premier grand acquis historique, c'est d'avoir reconfiguré la carte géopolitique mondiale en créant un nouvel ensemble qu'est l'Alliance des États du Sahel, devenue depuis le 6 juillet 2024 une confédération. Je dis que c'est un acte historique géopolitique majeur
parce qu'il vient affirmer que la lutte contre le colonialisme prend forme. Et c'est un acte de décolonisation assumé après la farce de 1960, la farce de décolonisation ou d'indépendance. Indépendance sous surveillance, indépendance avec le parrainage du bourreau d'hier, du colonisateur d'hier, qui pavanait dans nos administrations les plus intimes, telles que l'armée, comme son salon privé. Et je pense que ça, c'est un symbole assez fort pour être enregistré déjà par le fait de sa création comme un acquis. Le deuxième élément, vous savez, ils ont hérité d'États néocoloniaux, je dirais, de belle essence. D'États néocoloniaux qu'ils ont engagés sur une voie de décolonisation en passant par la première forme officielle de guerre, de bataille armée contre le colonialisme. La guerre contre le colonialisme en chassant de façon historique toutes les succursales militaires du colonialisme, toutes les formes, les coalitions militaires qui étaient présentes sous le prétexte de lutter contre le terrorisme, mais qui étaient les alliés, les yeux, les oreilles et les mains des terroristes qui les guidaient, qui les orientaient. Même si aujourd'hui, malgré qu'ils ont été chassés, ils continuent d'assister, mais au moins ça a été un acte de salubrité publique d'avoir chassé ces ordures-là qui souillaient le Sahel et qui ne faisaient que programmer un destin de déménager les populations de l'AES. Aujourd'hui, si ces militaires n'étaient pas venus dans les 3 pays, c'est pas sûr qu'on serait assis à Ouagadougou en train de faire une émission. Certainement, chacun de nous avait trouvé un lieu. Il y avait matière à s'inquiéter. Alors, M. Sawadogo, très rapidement, sur la question des acquis, qu'est-ce que vous avez remarqué de fort, donc appréciable pour une année d'existence de la Confédération? Comme acquis, c'est simplement le fait de la création de l'AES. C'est en même temps une nécessité et l'expression surtout d'une prise de conscience. Parce qu'en réalité, et tout comme les militaires se sont assumés en faisant leur coup d'État, parce que le système dans lequel on était, en fait, était fourbe, était vraiment sans justice. Cette création vient, en fait, affirmer cette prise de conscience qu'il faut que nous-mêmes nous autodéterminons en sortant, en fait, d'un carcan où on nous a classés et surtout en nous regroupant avec les mêmes défis comme les défis sécuritaires par rapport à une entité néocolonialiste ou sous-préfecture comme la CEDEAO. Donc, de ce fait, de par sa création, elle est une nécessité, elle est en même temps une pertinence. Donc, c'est comme acquis que moi je vois. Acquis majeur. Acquis majeur. Le fait même de la création, c'est déjà une victoire. C'est déjà une victoire dans cette lutte pour l'émancipation des peuples africains. Alors, monsieur de la Campao, en quelques mots. Déjà, mes prédécesseurs ont beaucoup dit. Voilà, pour moi, déjà créer l'AES est une victoire en soi. Qu'il faut vraiment saluer à sa juste valeur. Parce qu'au départ, beaucoup ne vendaient pas cher la peau de ces 3 pays. Beaucoup déjà avaient ces chansons-là que ces pays n'iront nulle part et qu'ils ne pourront même pas résister pendant 3-4 mois. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes à 1 an. Et les choses vont bon train. Les choses vont bon train. Nous ne voyons pas aujourd'hui ce qui est dans les autres pays qui n'est pas dans l'AES. Et aujourd'hui, un des grands pas que nous avons pu, c'est qu'on a pu unir 3 armées. Ce qui n'a jamais existé dans la sous-région, ni en Afrique. Donc, c'est l'unique regroupement sous-régional qui a réuni 3 armées. Et ils prennent la décision que si quiconque attaque une personne est synonyme de tu attaques nous tous. Donc tu déclares la guerre à nous tous. C'est déjà un signal très fort. C'est un acquis que nous tenons aujourd'hui un an à féliciter ces 3 leaders. Nous les encourageons. Nous les demandons de vraiment continuer dans cet élan. Nous sommes derrière eux. Voilà, nous n'allons pas les lâcher. Voilà, et que tout ce qui est à faire pour que ces peuples de l'AES se sentent bien dans leur peau, qu'ils le fassent.
Alors, donc, la création est en soi une victoire donc à applaudir. Alors, M. Sigiri, je viens à vous. Il n'y a pas d'œuvre humaine sans insuffisance. En termes d'insuffisance et de défis à relever, à quoi vous pensez pour la Confédération? Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il a dit. La création de l'AIS, même d'abord, est une grande victoire. Parce que je pense qu'il y a 4-5 ans en arrière, si on disait que l'AIS allait être une réalité aujourd'hui, beaucoup de gens vont dire que c'est faux. Alors, entre parenthèses, oui. Le Premier ministre, M. Apollinaire Kilem de Tambila, quand il a évoqué justement l'idée même de la création d'une confédération, on a vu tout le tour. Oui, on a vu effectivement. Sur Internet. Vous avez vu tout ce que les gens ont eu à dire. Et même quand on lançait l'AIS, beaucoup de gens ont parié. On dit qu'on n'allait pas tenir pendant 4 mois, pendant 5 mois. Il y a des gens qui ont dit que les populations de l'AIS ne peuvent pas tenir pendant 4 mois. Aujourd'hui, nous sommes en 1 an et nous avons encore de beaux jours devant nous, comme on le dit. Donc, c'était d'abord une grande victoire parce qu'il fallait arriver à ce niveau-là. Maintenant, certainement, il y a d'autres défis aussi à relever. Le défi à relever est qu'il faut travailler de telle sorte à ce que l'AIS ne ressemble point à la CEDEAO. Sur les cendres. Voilà. Il faut travailler à ce que l'AIS ne ressemble pas à la CEDEAO. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut travailler de telle sorte à ce que l'AIS ne soit pas le syndicat des chefs d'État, comme ce qui s'est passé au niveau de la CEDEAO. Il faut qu'on ait une AIS des peuples, une AIS des populations. Ça, c'est un grand défi à relever au Burkina Faso, au Mali et au Niger. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire concrètement? Il faut que quand un Burkinabé quitte le Burkina Faso pour aller au Mali, qu'il se sente chez lui, qu'on ne l'appelle même pas Burkinabé. Quand un Burkinabé va arriver au Niger, qu'il se sente chez lui. Quand un Malien va arriver au Burkina Faso, qu'il se sente chez lui. Ça, c'est un défi fondamental qu'il faut relever. La libre circulation des personnes et des biens. On peut encore peut-être discuter avec les autres pays, peut-être de la CEDEAO. Mais au moins que quand c'est à l'intérieur des pays de l'AIS, que franchement les gens se sentent libres, que les gens fraternisent ensemble, que les gens sentent qu'ils ont le même destin et qu'ils ont les mêmes défis à relever. Donc, ce que les chefs d'État ont fait en créant l'AIS, c'est un pas décisif, c'est très important, mais il faut travailler encore à ce que les populations aient le même destin, à ce que les populations aient ce sentiment de fraternité, ce sentiment d'amitié, pour que l'AIS quitte au niveau des chefs d'État pour descendre au niveau des populations, pour descendre au niveau des peuples. Parce que, quoi qu'on dise, effectivement, nous sommes liés et par la géographie, et par l'anthropologie, la sociologie. Il y a beaucoup de choses qui lient les peuples burkinabés, maliens et nigériens, que effectivement l'AIS est une très belle solution. L'AIS est une alternative crédible de développement socio-économique, mais il nous appartient de bien utiliser cet outil-là, de bien nous en servir pour vraiment relever les défis. Alors, vous avez tantôt parlé de la CEDEAO. On peut le dire très clairement, tant que l'AES va se poser justement sur les bases de la charte de Liptako-Goma, il n'y aura pas de ressemblance en tant que telle avec la Suisse. Oui, il n'y aura pas de ressemblance, mais comme je dis, en Afrique, ici, il ne faut pas seulement voir la charte, les textes. La charte peut être bien élaborée, les textes peuvent être souvent, mais concrètement sur le terrain, comment les populations ressentent cela. Voilà pourquoi je dis qu'il y a un travail fondamental encore qu'il faut faire dans les consciences même populaires pour que les populations sachent qu'elles ont le même destin et qu'elles doivent relever les mêmes défis. Justement, on va y arriver parce qu'aujourd'hui, marque la création de la Confédération des peuples. Quel contenu donner à cela, on va en parler. Monsieur Bayala, en termes d'insuffisance et de défis, qu'est-ce que vous notez? Non, le premier défi, c'est celui encore de l'armement. L'AES doit, de façon décomplexée, assumer son désir de puissance. De puissance militaire. De puissance militaire et nucléaire. Et économique. Et cela ne doit pas passer avec l'oreille tendue sur des nations hypocrites, ingrates et criminelles qui soutiennent par exemple l'Ukraine à travers les soutiens militaires qu'ils lui apportent. Je dis cela parce que c'est indispensable pour que le citoyen aécien se sente épanoui et en sécurité chez lui. Il lui faut que cet ensemble lui donne toutes les garanties militaires qu'il est inattaquable. Aujourd'hui, ce n'est pas des velléités américaines d'attaquer la Corée du Nord qui manquent, d'agresser la Russie qui manque, mais il y a en face une impossibilité de le faire sans avoir l'équivalence ou bien la suréquivalence de nuisances que cette nation-là peut produire. D'où la nécessité d'être rapidement Il faut une force aller militaire vers ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Et je dirais qu'il faut aller vers un équilibre de la terreur à notre avantage. Et donc, pour cela,
il faut ignorer tout le tralala international sur la réglementation. C'est une grosse hypocrisie. Il faut aller vers une hyper-militarisation de l'AES et se passer de tous les racontars qui sont tout autour. Le deuxième élément, il faut aller vers une décolonisation approfondie des élites militaires de Saint-Cyr, ces officiers de salon, spécialistes en trahison de leur propre pays. Cela passera par la communication. Ça passe par la communication, ça passe par la politisation, l'idéologisation de toutes les strates de nos sociétés qui ont des mandats publics. Que ce soit l'infirmier, il lui faut une conscience patriotique, idéologique et politique, à même de l'amener à exercer au profit des peuples de l'AES sans sa qualité d'infirmier. Donc, dans toutes les couches sociales de notre pays, il faut une vaste campagne de décolonisation de l'administration, une vaste campagne de décolonisation de l'armée, de décolonisation de tous les segments de nos sociétés, une reconstruction des mentalités, de sorte que ces mentalités aient foi en l'Afrique, aux initiatives africaines. Vous avez vu, avec la coalition militaire, tout le monde pensait que notre salut résidait dans Barkhane, dans Takuba. Mais ces militaires sont venus nous dire qu'une nation, même pas sérieuse, ne doit pas confier son destin et sous-traiter sa sécurité avec les groupes qui alimentent le terrorisme, dont Barkhane et l'armée française. En reprenant l'initiative, Kidal qui était imprenable, nous avons pris une semaine, là où plus de 23 000 hommes stationnés de la munissement, avec un équipement de guerre redoutable, n'ont pas réussi. Avec nos coutelas, le courage et la dignité de nos soldats, nous avons reconquis Kidal. Donc c'est dire que il faut reprendre toute l'initiative en prenant au sérieux les menaces au sud de nos pays, notamment les pays du Golfe de Guinée, qui sont devenus des bases arrières du colonialisme dans le désir de nous déstabiliser. Donc c'est un défi à prendre et cela va passer... En termes de défi, vous avez parlé du défi de la communication. De la communication. Il faut décoloniser la mentalité. Exactement, d'information. On a entendu son Excellence, le colonel Assimi Goïta, parler de la création des médias. Exactement, c'est indispensable. Pour ces trois États de l'AES. Monsieur Sawadogo, en termes d'insuffisance et de défis, qu'est-ce que vous notez? Bon, moi je note essentiellement une insuffisance et un défi. Pour l'insuffisance, moi je m'inquiète de la qualité des hommes, que ce soit dans les commissions de l'AES ou bien dans les structures étatiques des trois pays, en termes de révolution. Est-ce que ces gens-là ont un sens révolutionnaire et ils assument leur révolution de par leur poste de responsabilité? Vous doutez justement Je doute bien et je vais vous donner un exemple. Pendant que par exemple l'Ukraine et ses alliés bombardaient Tinzawaten, on a vu, et ce que j'ai pu constater, la première déclaration conjointe des ministres de l'AES, c'était pour promouvoir la femme et le genre. Pendant qu'on bombardait Tinzawaten, on s'attendait plus à un communiqué conjoint, une déclaration conjointe des ministères des Affaires étrangères ou de la Défense. Donc c'est pour dire simplement... Non, c'est pour dire simplement que... Non, c'est pour dire... Oui. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, oui. Mais on s'imagine que c'était déjà une déclaration... déjà prête. Mais c'est là justement le problème. C'est là justement le problème. Pourquoi l'AES a été créée? Ce n'est pas pour promouvoir ce genre de choses. C'est pour élever un défi majeur. Voilà pourquoi je parlais de nécessité et en termes de perspective. Et c'est là où se trouve le défi. Le défi de créer un système sur lequel va se poser non seulement la gouvernance politique et économique. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, présentement, on est dans une forme de conformisme idéologique politique. On n'est ni en démocratie, ni en révolution. On parle de constitution, on parle d'assemblée législative. Dans c'est le Bindouté le dit très souvent. Vous voyez cette incohérence. Et pire encore, ce qui est décevant, par exemple, le Niger, qui a, durant toute une année, gouverné par ordonnance. Ce que vous dites, c'est pertinent, mais l'AES c'est encore bébé. Oui, mais il est faux, parce que qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le temps. Je le disais lors de mon intervention au lendemain du sommet de l'AES sur la RTB, que tant qu'il n'y aura pas ce système-là, on sera absorbé par le système mondialiste et impérialiste dans les meilleurs délais. Je vais vous donner un cas précis où le Mali même a été déjà embrouillé avec la Banque mondiale en mai 2024 tout dernièrement, où ils ont posé des quotas. Par exemple, ils disent que pour qu'ils donnent leurs prêts, il ne faut pas qu'ils prennent le prêteur du Niger.
Vous voyez, donc il faut qu'il y ait ce système-là. Et voilà pourquoi je doute même de la qualité même de ces hommes au niveau des commissions de l'AIS et consorts. Il faut vraiment des visionnaires, il faut vraiment des gens qui ont une prise de conscience du système mondialiste et impérialiste qui anticipent et qui créent. Quand vous parlez même de la chaîne, on ne peut pas communiquer sans une idéologie. Et cette idéologie, ce n'est pas seulement un 11 juillet comme le président vient faire un discours de 1h30 sans papier. Non, il faut institutionnaliser ça, promulguer cela. Pour qui l'a suivi, oui. C'est une déclaration, c'est un discours d'orientation. Non, oui, mais il faut que ça soit assumé en texte. En texte comme... Et en fait, ça remplace même la Constitution que moi, je veux qu'on abroge. Est-ce que vous comprenez? Là, en fait, ceux qui sont au devant de l'administration peuvent facilement exercer leur travail. Parce que souvent, on a une dynamique révolutionnaire qui est en porte-à-faux avec les dispositions juridiques administratives. Donc, vous voyez le défi qui est là. Ce n'est pas une affaire... Voilà, un blocage. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit. Droit et révolution ne peuvent pas faire bon ménage. Il faut qu'on s'assume cela. Donc par ordonnance. Par ordonnance. À partir d'un système, bien sûr. Et ce système-là est posé sur notre culture, à partir de notre sociologie, en fait, de l'Afrique traditionnelle. Est-ce que c'est la même analyse que vous faites, monsieur de la Campagne? Oui, c'est la même analyse. Je ne vais pas revenir sur ce que mes copanélistes ont déjà dit. Mais pour moi, une des insuffisances a été que nos dirigeants ont tardé de faire des formations militaires, ne serait-ce que pour 2 semaines, à tous les fonctionnaires burkinabés. À tous les fonctionnaires à tous les fonctionnaires burkinabés. Une formation militaire s'imposait. Oui. À tous les fonctionnaires des 3 pays, pour qu'ils puissent comprendre réellement la situation et qu'ils sachent que tout ce qui se faisait en sourdine, dans le noir, tout ce qui était apposé n'était pas vraiment en adéquation avec la volonté de nos peuples. Si aujourd'hui on avait envoyé tout le monde en formation militaire, quand on dit qu'on a réquisitionné une personne, personne ne parlera. Très clairement. Aujourd'hui, j'ai le grand frère camarade Adama Sigire avec nous sur le plateau, qui a été plusieurs fois convoqué en justice. Parce que tout simplement... Pas convoqué, harcelé. Voilà. Tout simplement parce qu'il est un soutien inconditionnel de la transition. Et c'est pour cette raison qu'il a été acculé. Bien sûr. Acculé. C'est tout. Ah bon? C'est la raison toute simple. Il n'y a pas d'autre raison. Il n'a pas un problème avec quiconque ça dit que ce les hommes soit. de droit sont en porte-à-faux avec la dynamique. Bien sûr. Mais... Bien sûr, ça nous l'affirmons. Et récemment, nous avons fait une sortie sur la justice pour leur dire de se revoir. Si on avait envoyé tous ces magistrats-là au front, on leur fait une formation de 2 semaines où eux-mêmes vont entendre les crépitements des armes. Quand on tire un obus là, quand ça tombe là, c'est quelle musique ça donne? Monsieur Kamara, vous avez déjà fait une formation militaire? Une initiation au bruit des armes. Militaire. Mais moi, je souhaite que ce soit les acteurs de la société civile, que ce soit tout le monde, les responsables, mais à commencer par les agents de l'État, ceux que l'État renumère chaque mois là. Voilà. On n'a qu'à les amener tous faire des formations. Faire des formations au front. Monsieur Sigiri, ça pourrait faire changer les mentalités et la façon de percevoir justement la crise en ce moment. Oui, monsieur Davira, vous savez ce que le jeune frère Kabore dit, ça fait rire quelque part, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Oui, c'est la réalité. Il le fallait. Oui, il le fallait. Moi-même, je suis arrivé à la conviction que certaines personnes sont assises dans les bureaux climatisés de Ouaga en train de dire certaines choses parce que ces personnes ne connaissent pas les réalités du terrain. Quand tu n'as jamais entendu même le bruit d'une simple arme de Kalash, souvent tu te permets de croire que la guerre, là, c'est comme un jeu d'enfant, quoi. Ou bien quand toute ton enfance, tu as passé ton temps à regarder les films à la télé, là. Quand on parle de guerre, tu ne prends pas ça, tu penses que c'est un théâtre, quoi. Il faut aller au contact de la réalité. Il faut aller au contact des réalités. Voilà pourquoi, effectivement, même dans les grandes nations, quand vous voyez aujourd'hui en Ukraine, mais c'est par la force même qu'on attrape les gens. Pour que les gens partent au fond, pour que les gens comprennent les réalités. Mais c'est la France qui parle des droits de l'homme et les États-Unis qui soutiennent l'Ukraine dans cette turpitude. Alors que là-bas, nous sommes dans une guerre de domination. Parce que l'Ukraine, ce n'est pas le terrorisme. C'est l'OTAN qui veut passer par l'Ukraine pour dominer la Russie. Ici, nous ne sommes pas dans une guerre de domination, nous sommes dans une guerre de libération, où un peuple a été envahi, esclavagisé, colonisé, et nous voulons nous libérer. On ne saurait comprendre que dans ce contexte, des gens s'asseyent dans des villes comme Ouagadougou pour dire le pays n'est pas en guerre, on n'a pas de critères en guerre. Non, c'est parce que vous êtes à Ouagadougou. Si vous allez à Barsalogo,
Si vous allez quelque part, sur moi, vers devant, vers Tiou, Kain, vous allez savoir la perception de la réalité et qu'effectivement, comme il a dit, les zombies vont tomber autour de vous. Vous allez rester pendant toute une nuit avec des attaques terroristes où vous aurez toutes les difficultés pour vous en sortir. Vous allez savoir qu'on n'a pas besoin de décréter la guerre. La guerre est une réalité. Donc, je suis fondamentalement d'accord avec ce qu'ils disent. Voilà pourquoi je partage l'avis de M. Saoudgan, disant qu'en fait, l'AIS doit se démarquer de l'attitude de ses ennemis. La meilleure façon de vivre, c'est de faire tout faire pour ne même pas ressembler à votre ennemi. Quand votre ennemi est à gauche, vous êtes à droite. Quand il est à droite, vous êtes à gauche. C'est ce que les Coréens font. Et ils l'assument tout de suite, on le disait ici. Il faut qu'on assume notre volonté de souveraineté, notre volonté d'indépendance, notre volonté de nous autodéterminer. De dire voilà ce qui est bien pour nous et voilà ce que nous ne voulons pas. Que quelqu'un soit d'accord ou pas, on s'en bat comme de l'an 40. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Nous voulons être... ce n'est pas seulement l'AIS pour les poses des gens. Il faut que l'AIS soit effectivement quelque chose de crédible. Il faut que l'AIS soit une puissance militaire, comme M. Baïla a dit. C'est très important, parce que comme on le dit, qui veut la paix, prépare la guerre. Moi-même, j'ai compris ça maintenant. C'était un proverbe que moi je récitais, mais je savais que c'est vrai. Maintenant, moi-même, chaque jour que je me lève, là, c'est la guerre que moi-même je prépare. C'est cette guerre que je prépare qui me permet encore de vivre avec. Sinon, j'étais mort depuis. Qui veut la paix doit préparer permanemment la guerre au quotidien. L'AIS doit être une puissance militaire. La Corée est là. C'est un petit pays. On voit ce que son président fait. Pourquoi les Américains n'attaquent pas la Corée? C'est parce que les Américains savent ce qu'il y a en Corée. Il faut aussi qu'on soit une puissance économique. Ça aussi, c'est très important. Parce que l'argent, comme on le dit, c'est le nerf de la guerre. Si vous n'avez pas d'argent, peu importe toutes les initiatives que vous allez faire. Hier, avant-hier, moi, j'ai vu un terroriste qu'on a assassiné. Et à côté, il y avait des billets de banque, des billets de 10 000, 10 000, 10 000. Mais moi, j'ai toujours dit ça. Quand votre argent est fabriqué par votre ennemi, qui enlève juste la petite partie pour vous donner et la grosse partie pour donner à vos ennemis, à ceux qui ne vous aiment pas. Donc, la puissance militaire, la puissance économique, c'est une réalité. Et surtout, une volonté de souveraineté, une volonté de nous afficher selon nos valeurs sociologiques, selon nos valeurs anthropologiques. Sans quoi, on ne nulle part. Il ne faut pas que quelqu'un vienne nous dire, voilà ce que vous devez faire. Et c'est partant de cela que je suis d'accord avec lui, qu'il faut donner une certaine formation militaire à toutes les populations haïtiennes pour que les gens comprennent les réalités du terrain et que les gens ne restent pas dans les bureaux pour faire croire que la guerre là, c'est de l'utopie et ce n'est pas vrai et que la guerre ne saurait expliquer tout. Non, quand vous êtes en guerre, la première des choses à faire, c'est de vous battre pour vous défendre. Après cela, maintenant, viendront d'autres initiatives. Il faut déjà se défendre efficacement avant donc de prétendre à toute autre chose. Monsieur Bayala, aujourd'hui, on verra donc la naissance de la CPAUS, c'est la Confédération des peuples de l'Alliance des États du Sahel, pour mettre tout le monde au même niveau d'information. On le sait, vous avez été touché à un moment donné pour prendre part justement aux organes qui vont diriger justement cette Confédération des peuples. Qu'est-ce que c'est en réalité? Non, il faut dire que c'est une initiative d'acteurs de la société civile, ce qui n'est pas le portage institutionnel, ce n'est pas une initiative des chefs d'État, ce n'est pas une initiative de l'administration de l'AES, ou ce n'est pas également une annonce des organes officiels de l'AES. C'est une initiative d'acteurs de la société civile qui, en plus des chefs d'État qui ont eu l'idée de se mettre ensemble, créent l'idée de faire en sorte qu'il y ait une fédération, une AES, c'est-à-dire des peuples derrière leur pour leader. Soutenir les idéaux. Pour soutenir les idéaux. Et en tant qu'initiative, c'est quelque chose d'indispensable auquel il faut parvenir tôt ou tard. Et je salue l'idée de son lancement, même si je pense très sincèrement qu'il est parti sur de mauvaises bases. On va y arriver parce que M. Sigiré, qui était désigné pour être coordinateur national, a entre-temps refusé d'y aller. On va y arriver. Okay. En attendant, appréciation déjà sur la question de l'initiative, Monsieur Savado. Et pour moi, en tout cas, c'est une bonne initiative, au-delà de ce qui est comme forme. Dans le fond, c'est très impératif. Et c'est pour cela même que moi, je voudrais même qu'en dissolvant des institutions comme l'Assemblée législative, ici, c'est bien vrai que ça ne vient pas d'une décision officielle,
Mais en fait, c'est par ces instruments justement non officiels que l'AIS sera efficace. Je vais vous dire, l'AIS tient, ou du moins ces régimes de l'AIS tiennent, non pas par les institutions officielles, mais par des personnalités ou bien des initiatives non officieuses. Monsieur Sigiré est là, il n'est pas un officiel de l'AIS ni du régime, mais tout le monde sait, les ennemis de l'AIS savent bien ce que, par exemple, Sier Sigiré apporte. Je vais vous demander, l'ANR est là comme agence, mais ce qui se fait en termes de communication sur les réseaux sociaux, qui démantèlement, ce sont des choses officieuses, mais en termes d'efficacité, ça dépasse peut-être même ce qui est officiel. Donc, par exemple, de par le fait qu'il y ait cette initiative même spontanée des peuples, c'est une prise de conscience, quand bien même il y a peut-être des faux départs, je n'en sais pas, sur le fond. En tout cas, moi, je l'accueille de bonne foi, qu'on peut corriger, et c'est surtout une expression par laquelle, justement, on reconnaît que le peuple même est conscient, en fait, de l'enjeu qui est là et qui peut servir à opérationnaliser la gouvernance dans l'AIS. Monsieur Sigiré, appréciation par rapport à l'initiative. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. L'initiative de la création de la CPAIS, vous avez dit que c'est refusé. Non, je préfère le mot désister. Désister. Voilà. Mais pourquoi, si c'est une bonne chose dans le fond, pourquoi ne pas participer pour faire bouger les lignes à ce moment? Je crois qu'avec Bayale, ici, nous avons la même vision des choses. Vous savez, les problèmes, les populations de l'AIS, surtout Burkina Faso, Mali, au Niger, nous avons sur le plan. Nous n'aimons pas assez la science. Cela fait que nous travaillons aussi dans les désordres, pour ne pas dire même dans l'indiscipline. Je crois que ce sont les mots que nous devons chercher à corriger. Nous gagnerons en étant mieux organisés, mieux disciplinés, mieux structurés. Vous savez, tout ce qui est désordonné, même s'il y a des l'engouement au début, avec le temps, ça ne part pas loin parce que vous n'avez pas de repères. Moi, je suis un consultant en management des cellules sociales. Je n'aime pas le désordre parce que dans le désordre, on n'avance pas. Dans le désordre, on peut avoir de la bonne foi, on dégage beaucoup d'énergie, mais comme on ne sait pas quelle voie il faut emprunter à tel moment, on se perd. Donc, les choses sont allées précipitamment. Voilà, donc la création de l'AIS, c'est une très bonne initiative. Ils sont venus me contacter. Moi, vraiment, comme tous ceux qui viennent vers moi dans le cadre des initiatives pour soutenir les autorités de l'AIS, moi, j'ai commencé à soutenir le colonel Assomou Goïta avant que le capitaine Ibrahim Traoré ne vienne au pouvoir. Donc, je suis partant pour soutenir toutes les autorités de l'AIS et même au niveau des RISA. Qu'est-ce que vous pointez du doigt? Est-ce qu'il y a eu des erreurs? L'AIS a été créée de façon, moi je dirais en philosophie, je dirais que l'AIS a été créée de façon métaphysique. Voilà, donc, et non pas de façon scientifique. Quand vous voulez une telle structure, il faut créer la chose de façon scientifique. Il faut ratisser large, il faut faire des consultations, il faut prendre le temps pour faire des consultations. Il ne faut pas qu'une seule structure ait la volonté de dominer ou bien de se faire voir à travers la création de la CPAS. Moi, en tout cas, je voulais coordonner. J'ai pris tout mon temps pour m'asseoir au cabinet pour étudier techniquement et scientifiquement le dossier et Confédération des peuples de l'AIS. Je me suis dit que même si je rentre, vu la façon de faire, ce n'est pas un potentiel qui me permet de cadrer ça et de bien organiser cela. Donc, je crois que ceux qui ont eu l'initiative sont allés dans la précipitation, ils sont allés de façon un peu désordonnée, parce que vous pouvez avoir Qu'est-ce qu'on aurait dû faire et qui n'a pas été fait? Non, ce qu'on aurait dû faire seulement, c'est de prendre le temps pour d'abord faire des études scientifiques, pour appeler des experts, pour d'abord qu'ils réfléchissent sur la création de la Confédération des peuples de l'AIS. Ils vont vous élaborer ce qu'on appelle un canevas scientifique, un canevas technique pour vous dire, pour une telle grosse structure. Pour ne pas aller à l'aventure. Voilà, pour ne pas aller à l'aventure, il faut passer par là, il faut passer par là. Voilà comment vous devez contacter les gens au Mali. Il faut d'abord mettre une structure de la société civile au Mali, une structure, rassembler les gens au Burkina, au Niger. Les gens peuvent même se rencontrer pour échanger sur la charte, sur les règlements intérieurs. Donc, ça devrait être fait de façon collégiale. Voilà, mais ici, c'est une initiative qui a été lancée par le CDM au Mali. Et maintenant, le CDM a cherché à impliquer d'autres acteurs de la société civile. Je crois que, sinon, vraiment, sincèrement, je n'ai rien contre la CPAIS. Je leur souhaite bon vent, je prie Dieu pour que ça réussisse. Mais j'appelle encore toutes les populations de l'AIS à mettre plus d'ordre, de discipline et de science dans ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, le monde, lui, il est scientifique. Et fondamentalement, moi, personnellement, je suis un spécialiste des sciences humaines et puis j'aime ce qui est scientifique. Je me retrouve dans ça, quoi. Dans ce qui est métaphysique, je me perds trop, donc je ne suis pas assez croyant, quoi. Je voudrais dire... Monsieur Kaboré, il va déjà apprécier l'initiative et on va revenir à vous. Kaboré, appréciation justement par rapport à l'idée de la création de cette confédération. Une très belle initiative. C'est vrai qu'il y a des manquements au départ, mais on dit que toute œuvre humaine n'est jamais parfaite à 100%.
Voilà. Déjà que l'idée est bonne. Nous, Campao, quand on a vu les textes, on a adhéré tout de suite au texte. Maintenant, les insuffisances, nous allons travailler doucement, mais sûrement, à corriger les insuffisances afin de progresser. Parce que la mise en place de ces structures déjà va nous permettre de ratisser encore plus large et d'élargir le champ d'action pour que plus de personnes puissent participer à la gouvernance de nos États. Parce qu'aujourd'hui, il faut travailler vraiment à réunir toutes les intelligences possibles afin de pouvoir accompagner efficacement nos autorités actuelles. Ne pas les laisser seuls et puis après, bon, quelque chose se passe et puis on dit, bon, si on savait. Alors que si on savait, n'a pas de clé. Voilà. Et le grand frère Sigré a désisté, mais moi je sais qu'il est à 100% de cœur avec la CPAIS et que il a dit ce n'est pas les conseils et les orientations qui vont manquer de sa part pour accompagner l'initiative. Le camarade Bayala est là, on se connaît tous de la société civile. Je sais que ce n'est pas encadré. Aujourd'hui, nous sommes au premier mandat de la CPAIS. Il y aura certainement des renouvellements et tout peut aller doucement mais sûrement dans l'organisation pour qu'on puisse travailler vraiment. Ce qui a manqué, on puisse travailler à les ramener à un niveau où tout le monde sera dedans, tout le monde sera d'accord. Parce qu'il y a un aspect qui, moi, m'a fait mal, c'est la réaction de certains leaders de la société civile burkinabé. Voilà. Leur réaction... Lesquels? Qu'est-ce que ces acteurs l'ont dit Ces concrètement? acteurs, déjà, nous font savoir que dans leur manière de faire, que si ce n'est pas eux, ça ne marchera pas. Pourtant, aujourd'hui, là, on ne peut pas se cantonner sur une personne pour dire si ce n'est pas toi, ça ne marche pas. Nul n'est indispensable. Nul n'est indispensable. Aujourd'hui, c'est parce que nous vivons que nous parlons de ça. Aujourd'hui, moi, je peux être sur ce plateau et puis le soir, on vous appelle ici pour dire qu'il est parti, c'est fini. Mais est-ce que si moi je pars aujourd'hui, le Burkina va arrêter de vivre? Non. Nous avons tous une date d'arrivée sur la terre, nous avons une date de péremption qui équivaut à la date de disparition de l'être humain. Donc c'est ensemble, avec toutes les intelligences possibles que nous pouvons progresser, mais quelqu'un s'est tapé la poitrine pour dire qu'il monopolise le savoir, c'est se flatter. Monsieur Bayala. Oui, je voudrais rappeler quand même un petit historique de l'alliance. Au départ, c'est l'Alliance des peuples du Sahel, dont je suis membre initiateur, fondateur, concepteur des tests, des statuts et règlements intérieurs. Depuis le 13 novembre 2023. Ça fait plus d'un an que ce projet est en réflexion. Et avec le CDM Mali, avec 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita au Burkina, et avec le REPAD au Niger, nous avons créé un cadre de construction de l'initiative. Nous avons validé les tests, le mémorandum, validé les règlements intérieurs, les statuts, tout. La charte. La charte, tout. Nous avons fini les travaux en mars 2024. Alors, dans la méthodologie d'annonce et d'officialisation de l'initiative, il fallait le faire dans l'un des 3 pays à travers une conférence de presse pour annoncer l'existence et appeler à l'union autour de l'initiative. Alors, dans cette progression, les amis du Mali ont dit qu'il fallait que chacun des pays aille chercher un quitus auprès de son gouvernement pour être reconnu. Nous avons dit au niveau du Burkina Faso, il ne se pose pas un problème de quitus. Nous sommes reconnus par nos autorités comme des gens fiables sur qui il ne se pose aucun élément de discrédit par rapport au portage. Et nous avons des contacts et nous savons qu'une telle initiative, c'est une initiative qui sera naturellement appréciée. Donc, nous ne sommes pas obligés d'avoir un quitus. Ils ont dit que chez eux, au Mali, la situation, c'est que les sociétés civiles, du fait de ce que nous avons suivi, vous avez suivi à un moment donné qu'au Mali, la société civile, avec les autorités, n'allait plus et les autorités ont suspendu
toutes les activités de la société civile. Donc désormais, pour qu'une organisation de la société civile au Mali parle des questions internes et externes au Mali, il faut qu'elle ait un quitus qui lui soit donné par le ministre de l'administration territoriale. Donc c'est eux qui ont obligation d'avoir un quitus. Chez nous et au Niger, ce n'est pas le cas. Nous avons dit, ok, donc comme vous avez besoin d'un quitus, allez-y à la recherche du quitus. Et c'est dans l'attente de ce quitus qu'on se lève un beau matin. Nous sommes dans le RISA, je suis aux côtés du coordonnateur national, où il nous informe qu'il est coopté pour être coordonnateur de ce PAES. Bon, je pensais que c'était un projet tout autre que celui sur lequel nous avons travaillé. Alors, avec autant d'amalgame, qu'est-ce que cela présage? Cela présage qu'il y a eu un très mauvais départ dans la méthodologie et dans l'implication. Ils l'ont dit tout à l'heure. Un projet de cette envergure-là ne peut pas tomber du ciel. Il doit venir d'une co-construction des acteurs. Vous pensez que l'initiative de l'AES est venue de la seule initiative d'Ibrahim Traoré ou d'Assimi Goïta ou de Tiani? Si nous voulons accompagner les trois leaders, adoptons leur méthodologie de travail. Faisons en sorte que ce ne soit pas quelqu'un qui vienne suggérer ou recruter des militants. Non, on n'est pas des ouvriers, ou on n'est pas des chômeurs en attente d'emploi. Vous rejoignez l'idée de M. Sigiri. Donc il y a eu même un désir de s'aimer de la confusion au sein de la société civile. Au Mali, il n'y a pas unanimité autour de ça. Je ne vous l'apprends pas. Au Niger, il y a eu une confusion qui a été semée. Et au Burkina, est-ce que c'est logique qu'une telle initiative ose me mettre en conflit avec le grand frère? Est-ce que c'est sain? Qui vous travaillez avec qui vous travaillez dans le cadre du RISA? Et le RISA même porte déjà dans ses prérogatives une mission, rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Donc c'est encore plus large, mais avec une préoccupation centrée sur les trois pays de l'AES. Monsieur Adama Sawadogo, réflexion André. sur la création justement de cette moi je voudrais simplement rassurer l'opinion et ceux qui nous écoutent de ne pas paniquer face à ces défauts de départ. Et en fait, c'est plus ou moins compréhensible. Et moi, je peux même vous rassurer que même au niveau national, il y a des initiatives présidentielles qui ont été lancées et ça a eu ces genres de choses-là. Voilà, ça a balbutié. Il y a des travaux qui devraient être faits en amont. Voilà, mais ça peut se rattraper en aval. Je pense bien que le doyen Sigiri est là. Il peut être toujours un expert consultant, surtout avec le riche, où on a déjà relevé le défi le 27 juillet, ce qui est vraiment louable, où on a convoqué, on a appelé des Nigériens, des Maliens. On est venu animer des conférences pour orienter justement la conduite de l'AES. On a promis que ça va se faire à Bamako et à Niamey. Mais il faut savoir que notre population a été désarticulée. La dernière fois où j'étais ici, j'ai dit qu'il y a une incompréhension qui est. Pourquoi? Parce qu'on a différents types de mentalités. Voilà, vous voyez déjà, l'école nous a orientés à une certaine façon. Les doyens parlaient de métaphysique et de sciences. Tout le monde n'est pas scientifique et conscient. Donc, on peut mettre ça à l'actif, en fait, de notre héritage colonial. Donc, c'est pas aussi regrettable que ça. Oui, c'est bien vrai, on aurait mieux souhaité, mais ça peut se rattraper en aval. Et je pense bien que ce qui nous unit plus que ce qui doit nous diviser, on doit se comprendre. Je pense bien que sur ce plateau, ceux qui vont nous suivre après aussi, bien sûr, ils vont voir comment justement réajuster les choses. Mais il ne faudrait pas qu'on donne l'opportunité à ceux vraiment qui se moquent de l'AES, qui disent non, ces gars-là, je les sais, les Africains, on ne peut pas s'unir. Non, on va s'unir. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'un défi commun. Et c'est ça l'essentiel, il faut garder en vue l'intérêt supérieur de la Confédération. Alors, monsieur Adama Sigiri, j'ai suivi une vidéo que vous avez faite. Dès lors que vous avez été désigné, il y a eu des centaines d'appels, des gens qui voulaient donc des postes. Est-ce que cela ne pose pas justement en réflexion la nature des soutiens justement des pouvoirs de transition dans l'AES? Oui, monsieur Dabireza, vous pourrez être honnête sur votre plateau. Ça m'a beaucoup marqué, ça m'a fondamentalement marqué parce que de nature, ce sont des choses que je n'aime pas. Voilà, donc d'abord, je reviens sur ce que M. Kabora a dit, c'est le comportement de certains acteurs de la société civile que je n'ai pas du tout apprécié. Baïla a été contacté, tout comme moi j'ai été contacté, mais nous deux, nous n'avons pas décidé de communiquer pour gâter l'initiative. Non, Baïla n'a fait aucune communication pour dire quoi que ce soit
sur l'initiative, alors qu'il a été le premier à être contacté ici au Burkina Faso. Moi, quand ils m'ont contacté, à un certain moment, je me suis retiré, mais je n'ai même pas voulu communiquer sur ça parce que, comme je dis, l'initiative est bonne. C'est la mise en place que moi je trouve que je n'aime pas les gens qui aiment raccommoder, faire de l'à peu près. Les Africains aiment ça, mais moi ça me met très mal à l'aise. Je me rappelle d'un ami qui est allé dans un lycée pour enseigner philosophie. Arrivé, on lui a dit d'enseigner français. Il a dit qu'il n'est pas venu pour enseigner français. Puis il a eu des problèmes avec son proviseur qui ne le comprenait pas. Mais moi je lui ai donné raison. Voilà, philosophie et puis français, ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même chose. Ici, qu'on trouve à l'université un seul enseignant qui enseigne souvent, oui, cette matière, mais c'est de n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Non, moi, j'aime ce qui est de la spécialisation. Chacun a un domaine dans lequel il peut mieux faire, il peut donner le meilleur de lui-même. Confier la chose à quelqu'un qui connaît la chose. Donc, il y a des gens qui ne voulaient pas accompagner les acteurs de la société civile, mais qui ont travaillé à saboter l'initiative. François Duchat, ça dit je n'ai que pas aimé. les chefs d'État devraient beaucoup faire attention aux OSC qui Les chefs d'État, beaucoup attention. Clairement. Si les chefs d'État aujourd'hui, mais au stade actuel, si les chefs d'État ne font pas attention avec les OSC, ce sont les OSC qui vont créer 1000 problèmes aux chefs d'État dans l'AES. Ça, moi, je suis parfaitement d'accord. Et pour terminer encore, ce qui m'a fondamentalement marqué, je suis arrivé à la conclusion que beaucoup de gens qui tournent autour de la société civile sont à la recherche de postes et d'intérêts égoïstes. Moi, j'ai reçu plus de 100 appels en 2-3 jours, si bien que je ne pouvais même pas prendre un seul appel. Et tous ceux qui venaient vers moi, c'est en tout cas, on est là pour soutenir, mais quel poste on peut avoir? Mais je dis, mais non. Il n'y a pas de conviction. Il n'y a pas de conviction. Ce ne sont pas des hommes et des femmes qui viennent avec créent... des convictions. Ouais. Tu as l'impression d'avoir affaire à des gens qui étaient là assis, qui étaient dans le chômage, qui n'avaient rien pour nourrir leur famille, qui n'avaient même pas 1000 francs pour mettre de l'essence et qui pensent que c'est une opportunité. Il faut se battre pour se positionner dans l'espoir d'avoir quelque chose. Je dis, mais soutenir la transition. Cela est de nature à produire l'effet contraire. Soutenir la transition ne saurait être une entreprise. Quand nous-mêmes soutenons la transition, nous faisons de soutenir une entreprise, c'est que ça va poser problème. Et c'est ça qui m'a poussé avec la sortie aussi de Sékou Tounkara, qui, bon, je trouvais que ça m'accusait beaucoup. J'étais obligé de communiquer. Sinon, franchement, je n'ai pas voulu communiquer autour de ça. Mais j'appelle encore les acteurs de la société civile à être plus sérieux et plus crédibles dans ce qu'ils font. Et surtout, chacun a cherché un travail pour nourrir sa famille. Non, nous allons faire l'entrepreneuriat politique. L'entrepreneuriat politique. Ça va nous ramener, ça va nous ramener dans l'ère des politiciens. Franchement, c'est pas intéressant. Ce ne serait pas intéressant. Alors, monsieur de la Campao, réflexion par rapport à cette problématique-là, justement, des acteurs de la société civile qui soutiennent les transitions des trois pays. Oui, nous déjà, nous faisons une lecture sur les manquements à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, on se rend compte que quand on parle d'OSC, beaucoup limitent les OSC à ceux-là qui, excusez-moi du terme, qui parlent beaucoup, qui tergiversent, qui font les vidéos. Alors qu'on dit une organisation de la société civile, c'est toute organisation qui a un récépissé délivré par l'État sous la base de la loi 064. Exactement. Ça veut dire que la communauté musulmane a un récépissé. Donc, ils sont membres de la société civile. Chez les catholiques, c'est la même chose. Chez les protestants, c'est la même chose. Chez les chefs religieux, c'est la même chose. Chez les doseurs, c'est la même chose. Toutes ces entités-là doivent être appelées au sein de la société civile, afin que le combat soit commun. Mais aujourd'hui, nous voyons que on leur dit de se mettre à côté. Et quand il y a une situation qui est tendue, on sort maintenant, on fait des vidéos, on les fait appel de venir donner leur point de vue pour calmer la situation et repartir là où ils étaient allés s'asseoir. Et c'est carrément... Alors, il y a une situation qui existe et il a soulevé donc la problématique. Comment sauver les meubles en ce moment? Oui, comment sauver les meubles? Il faut que chacun se remette en cause. Et que chacun se dise que j'ai une pierre que je peux apporter à la construction de la maison commune. Et aller donc avec conviction. Et aller avec conviction. Aller voilà, vouloir... Par les raccourcis. Bon, je suis le camarade tant. Est-ce que tu peux me donner ce poste-là par rapport à tant? Maintenant, si je suis à ce poste, voilà ce que je vais faire pour toi. Et ça va desservir arrêter, au final. Voilà, il faut arrêter ces gens. Monsieur Bayala. Oui, j'ai suivi la sortie des deux ministres d'État dans la cité à Zignaré, ce centre. Alors, je rappelle qu'on a moins de 10 minutes. On va partager 5 minutes avec... Et il a dit deux choses. La première chose, c'est sur ceux qui appellent à la réconciliation nationale comme condition de leur adhésion au Burkina.
Faso en tant qu'entité. Il a répondu et j'ai très bien aimé. On ne peut pas fixer une condition à son pays pour le défendre. Qu'il me réhabilite économiquement, militairement, financièrement, avant que je défende mon pays. Il faut que les autorités créent la décantation par des sorties officielles comme celle-là, pour dire que personne ne doit fixer au Burkina Faso des conditions. Au Burkina Faso, c'est au Burkina de fixer à chacun et pour chacun de nous des conditions, et non pas l'inverse. Le deuxième élément, c'est qu'il y a eu des soutiens de la transition qui sont levés, qui ont dit que non, bon, il y a des gens qui ont des diplômes, il y en a qui n'ont pas de diplôme, il faut que la transition leur trouve des postes, en prenant l'exemple de l'aéroport de Doncin. Le ministre d'État, Rimtalwa Jean-Emmanuel Ouedraogo, a encore répondu pour dire qu'ils ne sont pas là pour fournir et donner des postes au soutien contre les non-soutiens et ainsi de suite. Je pense qu'il faut marteler de façon claire cela, de sorte à assainir les organisations de la société civile soutien pour que la motivation première de leur action de soutien soit le Burkina Faso et non pas leur propre épanouissement économique dans le chaos du Burkina. Que le Burkina se porte mal, qu'il se porte bien. Il faut sortir de cet esprit de l'insurrection de 2014 où une floraison d'organisations de la société civile ont fait du marchandage, ont utilisé les poitrines et les sangs, les corps des cadavres enterrés à Gungué pour en faire des ascenseurs économiques, socio-professionnels pour révolutionner leur destin à eux seuls au détriment du Burkina Faso. Il faut faire le tamis. Et c'est aux trois États de faire le diagnostic de quels sont ceux qui ont un mandat qui est légitimé et ceux qui ne le sont pas. Et de faire une sorte de feuille de route pour dire que de telles pratiques, de telles tentatives de caporalisation, il y en a même qui ont dit que un CPAUS ne peut pas choisir des intellectuels. Il faut que ce soit la masse, des gens non intellectuels. Il faut sortir de ce discours d'embrigadement. IB, ce n'est pas un analphabète. Le Premier ministre, ce n'est pas un analphabète. Les ministres ne sont pas des analphabètes. Il n'y a que des intellectuels. Donc, il n'y a pas que les intellectuels, même si on recrute massivement les apatrides dans leur rang, il faut aussi admettre que les plus grands apatrides, c'est aussi les non-alphabétisés qui empoisonnent le peuple avec du riz non conventionnel. C'est aussi qu'il n'y a pas que dans un seul camp où on recrute les patriotes et dans un autre camp, il n'y en a pas. Alors, très rapidement, on aura certainement d'autres occasions parce que la question de la société civile, les organisations qui soutiennent aujourd'hui la transition, moi je suis heureux parce que ça nous concerne. Et en tant qu'acteur de la société civile, pour être à l'aise, pour critiquer les autres, il faut que nous critiquions d'abord. Il faut faire l'autocritique. Il faut faire l'autocritique. Monsieur André Sawadogo, très rapidement. Très rapidement, en fait, cela justement pose le défi d'une réinvention du système de gouvernance politique, économique et même de l'emploi. Parce que comme je vous ai dit, nous sommes toujours dans la même situation d'antan. En réalité, que ce soit au niveau, moi je classe dans mon analyse justement de la deuxième chronique, je classe en fait le défi de l'AIS à deux niveaux. J'ai parlé tantôt des cadres de l'AIS au niveau étatique ou même des commissions justement qui sont toujours dans la dynamique politicienne et française, d'idéologie française à travers les lobbies des juristes ou politologues. C'est la même chose au niveau de la société civile. C'est la même chose. Je pense mais qu'il y a une Madame Sangaré qui a justement accusé ces OSC-là justement des mêmes pratiques politiciennes à la Compaoré ou bien à la Caboré. Est-ce que vous voyez? C'est parce qu'on n'a pas réinventé un nouveau système politique de gouvernance. Et moi, j'invite ces gens-là de se créer des lobbies. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut nuancer aussi là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Ces mêmes gars, moi je veux même être plus concret, avec les Waïens, ces mêmes gars dorment dans les ronds-points et consorts. Et pourquoi ils sont redressés contre les intellectuels? Ce n'est pas vous, Sigiré ou bien Baela, mais c'est parce qu'ils voient qu'on les enjambe et qu'ils dorment là-bas, ils prennent le rhume, on les enjambe, on part prendre les masseurs, les licenciés, on les nomme à des postes ministériels où officiellement ils n'ont pas, ils ne sont pas affichés
comme révolutionnaires et c'est eux qui récoltent alors qu'ils sont là-bas. Est-ce que vous voyez? En fait, c'est un peu ça qu'il faut voir. Mais Donc, ce n'est pas voilà ça. pourquoi Mais justement, quand on je conteste comprends, un monsieur comme Sigiri. Oui, je comprends, mais tout cela peut prédisposer à cela. Mais quand je dis de réinventer le système, c'est de dire que par exemple, on les forme. Ben, je pense que ce défi est lancé au niveau du gouvernement. On les forme et surtout, il faut avoir une politique d'emploi bien précise et l'emploi massif. D'ailleurs, la dernière fois, le président parlait d'emploi. On ne sait pas où est-ce qu'on en est, que ce soit avec le ministère de la Jeunesse et consort. Parce que tel qu'il n'y a pas ce problème d'emploi qui découle de ce système de gouvernance économique et politique. Pour la question d'emploi, il y a un certain nombre voilà, parce que nous tous qui sommes ici, voilà, qui se mettent en place progressivement. Voilà, nous tous qui sommes ici, chacun est, moi j'ai un emploi, je ne compte pas sur des perdièmes pour vivre, vous voyez non. Ouais. Mais vous ne pouvez pas vouloir que quelqu'un soit révolutionnaire dans la fin. Il faut que c'est la question de l'emploi, on y reviendra certainement dans d'autres sessions. Voilà, donc justement, c'est un cadre, c'est un défi idéologique et en même temps pratique en termes d'emploi et économique. Monsieur André Sawadogo, merci pour vos clés de lecture sur ces sujets d'intérêt national. Je rappelle que vous êtes auteur, analyste et chroniqueur. Merci d'être passé. Merci à vous, Adama Sigiri. Vous êtes écrivain, professionnel, consultant en leadership et management des cellules sociales. Merci d'être passé. Merci beaucoup, M. Davira. Merci à vous, M. Youssouf Kaboré, président de la Confédération des associations et mouvements panafricains d'Afrique de l'Ouest, section du Burkina Faso. Merci. Et enfin, merci à vous, M. Serge Imhotep Bayala. J'allais insister, Bayala Lianwe Imhotep, nous sommes dans un processus de décolonisation dont j'ai abandonné mon identifiant colonial. Voilà donc qui est un bon exemple. Alors, je rappelle que vous êtes le coordinateur national du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'être restés tout au long de cette émission. Et pour ne rien rater, connectez, abonnez-vous à nos différentes pages, justement, YouTube, Facebook et TikTok pour ne rien rater. Et à très vite avec d'autres sujets de débat d'actualité.